Ma mère a dit, Thanksgiving sera en petit comité. Tu n'as pas besoin d'être là. J'ai accepté. Ce soir-là, j'ai ouvert Facebook, sa salle à manger remplie des enfants de mon frère idéalisé, les tables débordant de nourriture. Ma fille a murmuré, pourquoi n'étions-nous pas là? J'ai pris une photo de leur facture de service public de $3 800 et j'ai envoyé, considère que c'est coupé. Le lendemain matin, ma mère avait appelé 26 fois en 10 minutes, pleurant et suppliant. L'appel est arrivé 3 jours avant Thanksgiving, au moment même où j'étais dans ma cuisine en train de préparer le déjeuner de ma fille pour le lendemain matin. Ma mère avait l'air presque joyeuse, ce qui aurait dû m'alerter. Elle a dit que Thanksgiving allait se faire en petit comité cette année, juste plus simple, plus calme, et que je n'avais pas besoin de venir. Elle l'a dit si nonchalamment qu'on aurait pu croire qu'elle annulait un café, et non pas qu'elle excluait sa fille d'une fête de famille. Je suis resté là, un couteau à beurre dans une main et un sandwich à moitié fait dans l'autre, et j'ai dit, d'accord. Avant qu'elle ne puisse entendre l'effet que cette petite pause avait eu sur moi. Je m'appelle Claire Bennett. J'ai 34 ans, je suis divorcé depuis 4 ans, et j'élève seule ma fille de 8 ans dans une banlieue près de Fort Wayne, en Indiana. Je travaille comme coordinatrice de la paie pour une entreprise de logistique, ce qui signifie que je passe mes journées à corriger des chiffres, à résoudre les problèmes des autres et à m'assurer que tout concorde. Assez drôlement, c'était aussi devenu mon rôle à la maison. J'étais la fille qui ne causait jamais de problème, ne demandait jamais grand-chose, et qui, d'une manière ou d'une autre, trouvait toujours un moyen d'aider quand un paiement était en retard, qu'une réparation ne pouvait pas attendre. Ou que quelqu'un d'autre dans la famille avait de nouveaux besoins d'être secouru. Je savais déjà ce que le petit comité signifiait vraiment. Cela ne voulait pas dire paisible. Cela ne voulait pas dire intime. Cela voulait dire que ma fille était un inconvénient. Cela voulait dire qu'il était plus facile de nous exclure que d'admettre pourquoi. Ce soir-là, j'ai souri pendant tout le dîner, je l'ai aidé à choisir un film, et j'ai agi comme si notre petite fête à la maison pouvait même être amusante. Mais après l'avoir mise au lit, et que la maison soit enfin devenue silencieuse, j'ai ouvert Facebook sans réfléchir. Un seul coup d'œil à mon écran, et j'ai réalisé que dire d'accord venait de coûter à ma famille bien plus qu'une invitation. Je me suis dit que je n'allais pas laisser cet appel téléphonique gâcher la fête pour ma fille. Alors, le matin de Thanksgiving, je me suis levé tôt, j'ai allumé la parade de Macy's en bruit de fond, et j'ai préparé la meilleure version d'un petit dîner que je pouvais gérer dans notre petite cuisine. Nous avons fait rôtir un poulet au lieu d'une dinde parce qu'il rentrait mieux dans le four, réchauffé de la farce en boîte, et cuit des croissants en conserve. Ma fille a mis la table avec les petites citrouilles en feutrine qu'elle avait sorties du bac de bricolage de l'école, et pendant quelques heures, je me suis presque convaincu que c'était suffisant. Peut-être pas la fête que j'avais imaginée, mais tout de même chaleureuse, tout de même sûre, tout de même la nôtre. Elle est restée en pyjama jusqu'à midi et riait chaque fois que les boîtes de croissants s'ouvraient trop bruyamment. Après le dîner, nous nous sommes blottis sur le canapé sous une couverture et avons regardé un vieux film de famille que nous avions toutes les deux vu trop de fois. Elle a posé sa tête contre mon épaule, repue et somnolente. Et je me souviens avoir pensé que j'avais peut-être bien fait de me taire. Peut-être que la protéger des tensions valait mieux que de l'entraîner dans un endroit où elle n'était clairement pas désirée. Plus tard dans la soirée, après l'avoir portée à moitié endormie jusqu'à son lit et être redescendu pour nettoyer la vaisselle, j'ai pris mon téléphone par pure habitude. Je ne cherchais rien. J'étais juste fatigué et je faisais défiler sans réfléchir. Puis l'album Facebook de ma mère est apparu en haut de mon écran. C'était là. Sa salle à manger bondée. Une dinde de taille normale au centre de la table. 3 tartes alignées sur le comptoir. Des chaises pliantes supplémentaires. Des enfants qui couraient dans la cuisine. Les enfants de mon frère dans des tenues de fête assorties. Sa femme souriant avec une assiette à la main, comme si sa place était au centre de tout. Et dans le jardin, illuminé de guirlandes lumineuses contre l'obscurité froide de novembre, il y avait un château gonflable de location. Je suis resté à fixer l'écran, incapable de comprendre à quelle vitesse la blessure peut se transformer en lucidité. Ce n'était pas un petit comité. Ce n'était pas réservé aux adultes. Ce n'était pas de dernière minute. C'était un Thanksgiving familial complet, et ma fille et moi avions été exclus intentionnellement. J'ai continué à faire défiler, chaque photo étant pire que la précédente, jusqu'à ce que j'entende de légers bruits de pas derrière moi. Ma fille se tenait là dans le couloir, se frottant un œil, encore endormie.
Elle s'est appuyée contre mon bras et a regardé le téléphone. Puis elle a demandé de la plus petite voix qui soit, « Maman, pourquoi n'étions-nous pas là ?» C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé net. Pas parce que ma mère avait menti. Pas parce que mon frère obtenait ce qu'il obtenait toujours, mais parce que ma petite fille l'avait remarqué. Elle avait vu en un coup d'œil exactement où nous nous situions. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert ma pellicule et j'ai trouvé la capture d'écran que ma mère m'avait envoyée par texto la semaine précédente. La facture de services publics impayés pour laquelle elle avait besoin d'aide. Chauffage, électricité, eau, frais de retard, tout s'accumulait jusqu'à atteindre $3 800. J'avais pris une capture d'écran parce que je prévoyais de la payer vendredi. Au lieu de cela, je lui ai renvoyé l'image. En dessous, j'ai tapé 4 mots. Considère que c'est fini. Puis j'ai posé mon téléphone face contre le comptoir et je suis resté là, dans la cuisine sombre, à écouter ma fille respirer à côté de moi, sachant que le lendemain matin, tout le monde dans ma famille comprendrait enfin ce qui se passait quand la seule personne sur qui il comptait arrêtait de dire oui. Le lendemain matin, mon téléphone donnait l'impression que quelqu'un était mort. Ma mère avait appelé 26 fois en 10 minutes. Mon père a envoyé 2 textos froids me disant de la rappeler. Mon frère n'arrêtait pas d'appeler, comme si en essayant assez fort, je redeviendrais magiquement utile. Je n'ai pas répondu. J'ai préparé le petit déjeuner pour ma fille, j'ai rassemblé ses affaires, et j'ai agi comme si le téléphone qui vibrait sur le comptoir ne signifiait rien. Elle me regardait sans cesse, attendant que mon visage explique ce que ma bouche ne voulait pas dire. Alors, j'ai souri et je lui ai dit que nous allions passer une journée tranquille. Ce que je savais, et elle non, c'est que la tranquillité était terminée. Quand j'ai finalement écouté un des messages vocaux de ma mère, elle pleurait si fort qu'elle pouvait à peine prononcer les mots. Mais elle ne pleurait pas parce qu'elle m'avait menti. Elle ne pleurait pas parce que ma petite fille avait découvert sur Facebook qu'elle n'était pas désirée. Elle pleurait parce que j'avais coupé l'argent. Vers midi, mon frère s'est présenté à ma porte sans prévenir, déjà en colère avant même que je le laisse entrer. Il a commencé à parler à la seconde où il a mis le pied à l'intérieur, disant que maman avait pleuré toute la nuit. Papa était furieux. Et j'avais embarrassé toute la famille pour un malentendu. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai demandé, si c'était réservé aux adultes, pourquoi tes enfants étaient-ils là? Il s'est figé une seconde, puis a haussé les épaules et a dit, maman a changé d'avis. Non, j'ai dit. Elle a menti. Il a essayé de faire paraître ça raisonnable. Maman voulait juste un dîner plus calme. Les choses étaient déjà stressantes. Que j'étais dramatique. Que j'en faisais tout un plat pour rien. C'est là que j'ai arrêté de prétendre que cette conversation portait sur des sentiments blessés. Je lui ai dit que c'était fini. Plus de paiement de factures de services publics. Plus d'aide de dernière minute. Plus de réparation de voitures, de courses, ou d'argent d'urgence pour qui que ce soit dans cette maison. Son visage a complètement changé. Pas parce qu'il comprenait soudain ce qu'il m'avait fait, mais parce que maintenant, c'était réel. Il a commencé à parler de ses enfants, du fait que tout le monde allait souffrir, que la famille devait rester unie. Je l'ai interrompu et j'ai dit, ma fille non plus n'a rien fait de mal. Ça l'a fait taire. Il est resté là à me fixer comme s'il attendait que l'ancienne version de moi-même revienne. Celle qui restait silencieuse et continuait de payer, mais elle n'était plus là. Il est parti en colère, claquant la porte en sortant. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. C'était un texto de Brooke. Je lui ai dit que ça arriverait. Puis un autre est arrivé juste après. Tu n'as pas tort. J'ai lu les 2 messages 2 fois, puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rassembler tous les virements, tous les textos, tous les reçus que j'avais sauvegardés au cours des 3 dernières années. Car à ce moment-là, je connaissais la vérité. Thanksgiving n'avait jamais été le vrai problème. Thanksgiving était juste le moment où j'avais enfin arrêté de financer le mensonge. Je suis allé chez mes parents ce samedi-là, mon ordinateur portable sur le siège passager et un mal d'estomac qui n'avait plus rien à voir avec la peur. La peur s'était consumée quelque temps après les photos de Facebook. Ce qui restait maintenant était quelque chose de plus froid. La lucidité. J'en avais fini de me justifier auprès de gens qui n'écoutaient que lorsque l'argent était en jeu. Ma mère a ouvert la porte et n'a même pas fait semblant d'être heureuse de me voir.
Sa bouche s'est crispée à la seconde où elle m'a vu là. Mon père était déjà dans son fauteuil dans le salon, les bras croisés, la télévision à faible volume comme s'il avait besoin d'un bruit de fond pour éviter d'entendre ce qui allait arriver. À la seconde où j'ai mis le pied à l'intérieur, ma mère a commencé à m'attaquer. Je ne sais pas ce que tu penses prouver avec tout ça. J'ai posé mon sac et n'ai rien dit. Tu as embarrassé cette famille, a-t-elle poursuivi. Pour Thanksgiving, pour un seul dîner. Mon père m'a enfin regardé et a dit, tu punis tout le monde pour quelque chose d'insignifiant. Insignifiant? Ce mot m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Non pas parce qu'il faisait mal, mais parce qu'il me disait tout. Le fait que ma fille ait été trompée et exclue était insignifiant. Payer leurs factures ne l'était pas. Mon silence avait de la valeur. Ma douleur n'en avait pas. Je les ai regardés tous les deux et j'ai dit, je ne suis pas venu ici pour me disputer. Je suis venu parce que vous devez entendre quelque chose avant de décider que je suis la méchante dans une autre histoire que Derek a écrite pour vous. Ma mère a levé les yeux au ciel à la seconde où j'ai prononcé son nom. Il ne s'agit pas de lui. Si, j'ai dit, il s'agit toujours de lui. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table basse et j'ai lancé le fichier audio que j'avais sauvegardé des mois plus tôt. C'était un enregistrement que j'avais presque oublié, d'un des appels nocturnes de Derek, ivre, quand il voulait divaguer, se plaindre, et supposer que j'allais simplement écouter comme toujours. À l'époque, je l'avais laissé tourner sans trop y penser. Maintenant, c'était comme une porte devant laquelle j'étais assise depuis des années sans m'en rendre compte. Mon père a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? La vérité, j'ai dit et j'ai appuyé sur lecture. La voix de Derek a rempli la pièce presque immédiatement, empâté et riant de cette manière l'aide des gens qui se croient plus intelligents que tout le monde. Il se plaignait que nos parents étaient radins. Disait que maman agissait comme si chaque course la transformait enceinte. Disait que papa lui donnait de l'argent et voulait ensuite des applaudissements pour ça. Puis il a commencé à parler de moi. Il a dit que je n'aidais que parce que j'aimais me sentir supérieur. Que je jouais les héroïnes parce que ça me faisait me sentir meilleur que les autres. Le visage de ma mère a changé en premier, pas d'un coup, mais petit à petit, comme si chaque phrase arrachait quelque chose qu'elle avait passé des années à choisir de ne pas voir. Puis Derek a ri de nouveau sur l'enregistrement et a dit la phrase qui a finalement figé toute la pièce. Tant qu'ils ont encore de l'argent, je peux encore m'en sortir. Personne n'a dit un mot après ça. J'ai laissé le silence s'installer. Je le voulais aussi. Je voulais qu'il ressente à quel point c'était laissant que personne ne se précipite pour adoucir les choses. Finalement, mon père s'est penché en avant et a demandé, c'est vraiment lui? Je l'ai regardé et j'ai dit, tu sais que oui. Ma mère a tenté une dernière fois. Il avait bu. Il ne le pensait pas. Je me suis tourné vers elle si vite qu'elle s'est tue. Non, j'ai dit. Il pensait chaque mot. La seule différence, c'est que cette fois, tu as dû l'entendre. Mon père m'a demandé de lui envoyer le fichier. Je l'ai fait là, devant eux deux. Pas de discours, pas de larmes, juste l'enregistrement arrivant dans sa boîte de réception comme une preuve dans un procès que personne ne pensait voir un jour. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis levé. J'ai fini de payer pour que cette famille continue de se mentir à elle-même. J'ai dit, j'ai fini d'être utile seulement quand quelqu'un a besoin d'un chèque. Et j'ai fini de laisser ma fille grandir en pensant que c'est à ça que l'amour est censé ressembler. Aucun d'eux ne m'a arrêté quand je me suis dirigé vers la porte. Ce soir-là, Derek m'a appelé en pleurant. En pleurant vraiment. Il a dit que maman lui avait fait écouter l'enregistrement. Il a dit que papa l'avait traité de honte. Il a dit que j'étais allé trop loin. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et je l'ai écouté s'effondrer pendant quelques secondes avant de raccrocher, parce que la vérité, c'est que je n'étais pas allé trop loin. J'avais à peine commencé. Le silence après cet enregistrement aurait dû être un soulagement. Mais dans ma famille, le silence n'a jamais été la paix. C'était une stratégie. C'était des gens qui se regroupaient, qui réécrivaient l'histoire, qui décidaient qui serait blâmé quand la vérité devenait trop chère à ignorer. Pendant presque une semaine, personne ne m'a appelé. Personne ne m'a envoyé de texto. Personne n'a essayé de justifier quoi que ce soit. Si j'avais encore été la personne que j'étais, j'aurais peut-être passé ces jours à me sentir coupable, à me demander si j'étais allé trop loin. Au lieu de cela,
J'ai emmené ma fille en sortie ce week-end-là et je me suis permis de ne pas être sollicité par des gens qui ne m'aimaient que lorsque j'étais utile. Nous sommes allés dans un verger de pommiers à environ 40 minutes au nord de la ville, le genre avec un champ de citrouilles, un petit stand de ferme, et des sentiers boueux pleins de familles prétendant que le froid faisait partie du plaisir. Ma fille a choisi la citrouille la plus difforme qu'elle a pu trouver, insistant sur le fait qu'elle avait du caractère. Nous avons bu du cidre chaud qui nous a brûlé la langue, acheté un sac de beignets aux pommes, et pendant quelques heures, j'ai pu la regarder avoir 8 ans sans cette ombre planant sur son visage. Elle a plus ri ce jour-là qu'elle ne l'avait fait depuis la nuit de Thanksgiving. Je me souviens m'être dit que le pire était peut-être passé. Ce n'était pas le cas. Quand nous sommes rentrés à la maison le dimanche soir, il y avait une grande enveloppe coincée entre la moustiquaire et le cadre de la porte. Mon nom complet était tapé sur le devant. Pas d'écriture manuscrite, pas d'adresse de retour que j'ai reconnue au premier abord. J'ai déverrouillé la porte, posé nos sacs, et je l'ai ouverte là, dans l'entrée, pendant que ma fille transportait sa citrouille à l'intérieur. Elle venait d'un cabinet d'avocat, pas une poursuite en justice. Pas encore, mais une lettre de mise en demeure. Selon les pages soigneusement imprimées à l'intérieur, mes parents demandaient le remboursement de plus de 35 000 $ de prêts familiaux qu'ils prétendaient m'avoir accordés au fil des ans. Ils listaient une aide pour le loyer après mon divorce, de l'argent pour une voiture, un soutien pendant les moments difficiles, et même des frais de scolarité pour ma fille. Lire cela, c'était comme entrer dans une version alternative de ma propre vie. Une où j'avais été soutenu par des gens que j'avais en fait passé des années à soutenir moi-même. J'ai lu la première page 2 fois, puis la deuxième, puis le calendrier de paiement joint à la fin. Ils étaient sérieux, ou assez sérieux pour essayer de me faire peur. J'aurais dû être choqué, mais honnêtement, ce que j'ai ressenti en premier, c'est de l'insulte. Non pas parce qu'ils avaient envoyé la lettre, mais parce qu'ils pensaient que j'allais paniquer, parce qu'après tout, ils croyaient toujours que j'étais celle qui céderait la première. Puis j'ai remarqué autre chose. Une autre enveloppe avait été glissée à moitié sous le paillasson. Blanche, simple, sans timbre, sans nom, juste pliée. Je me suis penché, je l'ai ramassée, et j'ai su instantanément qu'elle ne venait pas de mes parents. À l'intérieur, il y avait une courte note manuscrite. Je suis désolé. J'ai essayé de ne pas m'en mêler, mais je ne peux plus faire ça. Il a fait ça exprès. Tu mérites de savoir la vérité. Scotché à la note, il y avait une clé USB. J'ai envoyé ma fille à l'étage avec les beignets aux pommes et je lui ai dit de choisir un film pendant que je m'occupais de paperasse ennuyeuse d'adultes. Puis je me suis assise à la table de la cuisine, j'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable, et j'ai ouvert le fichier audio. La première chose que j'ai entendue, c'est mon frère en train de rire. Pas ivre cette fois, pas la voix empâtée, pas en train de fulminer, juste riant de cette manière facile et insouciante des gens qui se sentent complètement en sécurité d'être odieux. Il parlait à un ami, et en quelques secondes, j'ai réalisé exactement ce que j'écoutais. Il se vantait. Il a dit que tout ce qu'il avait fait, c'était de mentionner à maman que ma fille pourrait rendre Thanksgiving bruyant et chaotique, et qu'elle avait pris le relais à partir de là. Il a ri de la facilité avec laquelle cela s'était produit. Il a dit qu'une fois que maman avait eu l'idée en tête, elle m'avait pratiquement désinvité elle-même. Puis il a dit quelque chose qui a glacé mes mains sur le clavier. Il a dit que je me mettrais en colère, que je resterais silencieuse pendant quelques jours, puis que j'enverrais de l'argent de toute façon parce que c'est ce que je faisais toujours. Ça marche à tous les coups. A-t-il dit. Il y en avait plus, beaucoup plus. Il a admis qu'il avait déjà exagéré des factures parce que les gens étaient plus généreux quand les chiffres semblaient assez désespérés. Il a plaisanté sur le fait de faire paraître les problèmes plus gros qu'ils ne l'étaient parce que maman ne vérifiait jamais les détails et que papa était trop fatigué pour poser des questions. Puis, sur le même ton suffisant, il a mentionné avoir de l'argent mis de côté que personne ne connaissait. Ni sa femme, ni nos parents, ni moi. Un compte d'épargne séparé. Il l'a dit comme si c'était drôle, comme si amasser secrètement de l'argent pendant que tout le monde payait pour lui le rendait intelligent au lieu d'être pourri. Quand l'audio s'est terminé, je suis resté assise une seconde à fixer l'écran. Puis j'ai rouvert la note manuscrite et j'ai continué à lire. Elle a écrit qu'elle avait essayé de l'avertir que cela allait arriver. Elle a écrit qu'il empirait depuis des années, mentant plus facilement, dépensant plus imprudemment, et tordant chaque conversation jusqu'à ce que, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un d'autre finisse par payer pour ses choix. Elle a dit qu'elle avait trouvé la preuve qu'il cachait de l'argent tout en prétendant qu'il se noyait.
Elle a dit qu'elle ne pouvait pas continuer à défendre quelqu'un qui était prêt à utiliser ses propres enfants comme accessoire pour susciter la sympathie et ma fille comme excuse pratique. La dernière ligne m'a frappé le plus durement. Je ne peux pas élever mes enfants dans un mensonge aussi laid. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fermé les yeux. C'est à ce moment-là que tout a changé. Pas Sexgiving, pas les photos de Facebook, pas même le premier enregistrement. Ceci. Parce que jusqu'alors, une partie de moi pensait encore qu'il pourrait y avoir quelque chose à débattre. Un malentendu, une distorsion, une manière dont mes parents s'étaient laissés convaincre par la mauvaise personne. Mais après avoir entendu ce fichier, il n'y avait plus de confusion possible. Mon frère n'avait pas seulement profité du mensonge. Il l'avait construit, nourri, il s'y était fié, comptant sur nous tous pour être trop fatigués, trop coupables, ou trop polis pour le démolir. Alors, je me suis mis au travail. J'ai sauvegardé le fichier audio sur mon bureau, je m'en suis envoyé une copie par courriel, je l'ai téléchargé sur un stockage en nuage, et je l'ai sauvegardé sur une autre clé. Puis j'ai commencé à faire correspondre les dates, les registres de virements, les textos, les captures d'écran de factures de services publics, l'urgence feinte dans chaque message. Le schéma sans fin de crise suivi de sauvetage. Sauvetage suivi de droit acquis. Au moment où j'ai terminé, la lettre de mise en demeure de l'avocat était toujours sur la table à côté de moi. Mais elle ne semblait plus menaçante. Elle semblait désespérée. Parce que maintenant, je comprenais ce qu'était réellement cette lettre. Il ne s'agissait pas de 35 000 $. C'était la panique dans une enveloppe. Et au moment où j'ai fermé mon ordinateur portable cette nuit-là, je savais deux choses avec certitude. Mes parents étaient sur le point d'apprendre exactement qui ils avaient passé des années à protéger. Et mon frère était sur le point de découvrir ce qui se passait quand la personne dont il se servait le plus essaie enfin d'être la plus sûre dans la pièce. Je n'ai pas passé toute la nuit à écrire cette courriel. Les gens imaginent des moments comme ça comme étant dramatiques, comme si j'avais dû rester assise là, tremblante de colère, déversant des années de douleur dans un long message que personne ne pourrait ignorer. Je ne l'ai pas fait. À ce stade, j'avais dépassé la colère. La colère espère encore que quelqu'un comprendra. J'avais fini d'espérer. Le lendemain matin, après avoir déposé ma fille et être rentré dans une maison silencieuse, je me suis assise à la table de la cuisine avec un café que j'ai à peine touché et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé un nouveau courriel et j'ai ajouté 4 noms. Ma mère, mon père, mon frère, sa femme. Puis j'ai tout joint. L'audio de la clé USB, le vieil enregistrement de son appel téléphonique ivre, des captures d'écran de virements remontant à des années, des textos demandant de l'aide pour les factures de services publics, les réparations, les courses, les vêtements d'école. Et toutes les autres urgences qui étaient devenues ma responsabilité. Et enfin, une copie numérisée de la lettre de mise en demeure de l'avocat qu'il m'avait envoyée, comme si réécrire l'histoire sur du papier à en-tête officielle la rendrait vraie. J'ai gardé le message lui-même court. Si vous pensez toujours que je suis le problème, écoutez tout avant de m'appeler à nouveau. Puis j'ai cliqué sur envoyer. C'était tout. Pas de discours, pas d'avertissement, pas d'explication, juste la vérité. Déposé directement au milieu d'une famille qui avait passé des années à survivre grâce au déni. Mon téléphone a commencé à sonner moins de 10 minutes plus tard. D'abord ma mère, puis mon père, puis mon frère, encore et encore. Chaque appel arrivant plus vite que le précédent, comme si la panique avait enfin trouvé un pouls. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie vocale. Dans l'après-midi, on a frappé à ma porte d'entrée. C'était mon père. Il n'avait pas l'air en colère comme je m'y attendais. Il avait l'air plus vieux, plus petit en quelque sorte. Comme si en l'espace d'une matinée, quelque chose s'était effondré en lui qu'il avait soutenu pendant des années sans admettre à quel point c'était lourd. Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi. Ma fille était à l'étage et je ne voulais rien laisser de tout ça entrer dans son espace si je pouvais l'éviter. Il est resté debout sur le porche au début, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, les yeux fixés quelque part au-delà de mon épaule. Puis il a dit, j'ai tout écouté. J'ai attendu. Il a dégluti difficilement et a baissé les yeux sur les planches du porche. Il nous a dit que c'était toi qui t'étais éloigné. Il a dit que tu te croyais meilleur que nous. Que ta fille était élevée pour nous mépriser. Il a secoué la tête une fois, amer contre lui-même plus que contre quiconque.
Nous l'avons cru parce que c'était plus facile que de se demander pourquoi tu continuais à nous aider si tu te souciais si peu de nous. Ça a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Non pas parce que je ne savais pas déjà qu'ils avaient cru le pire de moi. Mais parce qu'entendre mon père le dire à voix haute m'a fait réaliser depuis combien de temps mon frère façonnait l'histoire avant même que je comprenne que j'étais en train de la perdre. Mon père s'est finalement assis sur la marche supérieure et a continué à parler. Il m'a parlé des cartes de crédit que mon frère avait ouvertes puis leur avait discrètement refilées. Des factures médicales qui se sont avérées ne pas être des factures médicales. Une réparation de voiture qui a coûté 3 fois ce qu'il avait prétendu. De l'argent destiné à des réparations de la maison qui avait disparu dans autre chose. Il a dit qu'il y avait une moto impliquée et il avait l'air embarrassé rien qu'en prononçant le mot, comme s'il n'arrivait toujours pas à croire à quel point la vérité était ridicule maintenant qu'il s'était enfin permis de la regarder. Puis il a dit la phrase que j'avais attendu des années d'entendre et que je ne savais toujours pas comment recevoir. Nous l'avons laissé nous dire qui tu étais. Je n'ai pas répondu tout de suite, car que peut-on bien dire à ça? Merci d'avoir remarqué. Merci d'avoir enfin vérifié. Merci de vous excuser après que mon enfant a dû apprendre qu'elle n'était pas désirée à partir d'une publication Facebook. Aucun de ces mots ne convenait, alors je suis juste resté là pendant qu'il était assis sur mon porche, l'air plus honteux que je ne l'avais jamais vu de ma vie. Quelques minutes plus tard, il a dit qu'il était désolé. Pas de la manière rapide et dédaigneuse dont les gens s'excusent quand ils veulent que la conversation se termine. Il l'a dit lentement, comme si chaque mot lui coûtait quelque chose. Il a dit qu'ils auraient dû écouter plus tôt. Il a dit qu'ils avaient protégé la mauvaise personne pendant des années. Puis il s'est levé et m'a dit qu'ils avaient fini de donner de l'argent à mon frère, fini de se porter garant pour quoi que ce soit, fini de nettoyer ses dégâts. Il ne m'a pas demandé de leur pardonner. Il ne m'a pas demandé de venir. Il a juste dit qu'il pensait que je méritais de savoir qu'il ne faisait plus semblant. Après son départ, je suis resté longtemps dans l'embrasure de la porte, pas exactement soulagé, mais plus légère. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était sa femme. Sa voix semblait plate et épuisée, comme celle de quelqu'un qui a pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'émotionnel, seulement de la logistique. Elle m'a dit qu'elle avait fait ses valises et celles des enfants ce matin-là et qu'elle avait emménagé dans une location à court terme de l'autre côté de la ville. Elle a dit qu'elle avait déposé une demande de séparation et qu'elle rencontrait un avocat lundi. Les enfants étaient confus mais plus calmes qu'elle ne s'y attendait. Plus silencieux aussi. Puis elle a dit quelque chose qui ne m'a pas surprise autant que ça aurait dû. Il pense toujours que c'est de ta faute. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Bien sûr qu'il le pensait. Les gens comme mon frère ne se tiennent jamais au milieu du feu en admettant qu'ils ont allumé l'allumette. Ils cherchent la première personne qui a cessé de les protéger et appellent ça une trahison. Plus tard dans la soirée, un de mes amis m'a envoyé un texto pour me demander si j'avais vu la publication Facebook de mon frère. Je ne l'avais pas vue. Apparemment, il avait écrit un de ces petits messages de martyr vague que les gens publient quand ils veulent de la sympathie sans les faits. Quelque chose sur la loyauté. Quelque chose sur le fait d'être abandonné par des gens pour qui on ferait n'importe quoi. Quelque chose sur la protection de sa paix. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas cherché, car pour la première fois, je me fichais de l'histoire qu'il racontait en ligne. Les personnes qui comptaient avaient enfin entendu sa vraie voix. Et le mieux, c'est que personne ne se précipitait plus pour le secourir. À la fin de cette journée, tout l'équilibre de ma famille avait changé. Pas de manière nette, pas de manière propre, mais de manière permanente. Mon père ne le défendait plus. Sa femme était partie. Ma mère avait arrêté d'appeler, ce qui me disait qu'elle était finalement à court d'excuses assez solides pour survivre aux preuves. Et mon frère, pour la première fois de sa vie d'adulte, se tenait au milieu d'un désordre que personne d'autre ne semblait disposé à payer. Cela aurait dû ressembler à la fin. Mais ce n'était pas le cas, car l'effondrement final est survenu lorsque ma mère a appelé le lendemain soir. Et cette fois, quand j'ai répondu, sa voix ne ressemblait en rien à de la culpabilité. Elle ressemblait à de la défaite. Quand j'ai répondu à l'appel de ma mère le lendemain soir, elle n'a pas commencé à pleurer. Elle ne l'a pas défendu. Elle ne m'a pas accusé d'avoir surréagi ou dit que la famille avait simplement eu un malentendu. Pour la première fois de ma vie, elle ressemblait à une femme qui n'avait plus nulle part où se cacher de la vérité. Elle a dit qu'il l'avait confrontée. Elle a dit qu'il avait d'abord essayé de nier certaines parties, puis qu'il avait blâmé le stress,
puis moi, puis sa femme, pour finalement admettre suffisamment de choses pour qu'il ne reste plus de déni sur lequel s'appuyer. Mon père lui a dit que l'argent, c'était fini, plus de renflouement, plus de factures payées en coulisses, plus de sauvetage. Chaque fois qu'il se mettait dans une nouvelle catastrophe, il lui disait qu'il ne pouvait pas continuer à les utiliser puis à les mépriser d'être utiles. Ma mère l'a dit doucement, comme si elle n'arrivait toujours pas à croire les mots qui sortaient de sa propre bouche, mais elle a dit qu'il le coupait complètement des ponts. Une semaine plus tard, j'ai entendu dire qu'il n'était plus à la maison. Pas expulsé dans une scène dramatique. Rien d'aussi satisfaisant en surface, juste un lent et les délitements. Sa femme n'est pas revenue. La location à court terme s'est transformée en un séjour plus long. Les enfants sont restés avec elle. Mon frère oscillait entre des textos en colère, des publications vagues sur les réseaux sociaux, et n'importe quel ami prêt à le laisser dormir sur un canapé pour quelques nuits à la fois. La maison dans laquelle il vivait n'avait jamais vraiment été la sienne sans l'argent de quelqu'un d'autre pour la maintenir. Et une fois ce soutien disparu, l'illusion a disparu aussi. C'est la partie dont les gens ne parlent jamais quand quelqu'un comme lui tombe. Ça n'arrive pas toujours en une seule explosion bruyante. Parfois, c'est plus silencieux que ça, plus humiliant. Une série de portes qui se ferment une par une jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'endroits où se produire, plus d'endroits où charmer, plus d'endroits où mendier. Sa femme a demandé le divorce peu de temps après. D'après ce que j'ai entendu, elle a demandé la garde principale et personne ne l'a blâmée. Pas même mes parents. Surtout pas mes parents. À ce moment-là, ils avaient enfin commencé à voir ce que nous autres vivions depuis des années. Les mensonges, le sentiment que tout lui était dû, la façon dont chaque crise avait été conçue pour atterrir sur les genoux de quelqu'un d'autre. La façon dont il utilisait les enfants, la culpabilité et le langage familial comme des outils. Une fois que les gens l'ont vraiment vu, ils ne pouvaient plus l'ignorer. Mon père est passé à nouveau quelques jours plus tard, non pas pour expliquer quoi que ce soit cette fois, mais juste pour s'asseoir sur mon porche et demander si ma fille voudrait aller prendre un chocolat chaud avec eux avant Noël. Pas un grand dîner de famille, pas une scène de fête forcée où tout le monde prétendait que rien ne s'était passé, juste quelque chose de petit, quelque chose d'honnête. Il a dit que si elle n'était pas prête, ils attendraient. Cela comptait plus pour moi que n'importe quel discours aurait pu le faire. Puis ma mère m'a appelé elle-même et a dit les mots que je crois que j'avais cessé de croire que j'entendrais un jour. Nous nous sommes trompés sur toi. Elle a fait une pause et quand elle a repris la parole, sa voix a tremblé. Nous nous sommes trompés sur ta fille aussi. J'ai fermé les yeux quand elle a dit ça parce que, d'une manière ou d'une autre, c'était la partie qui faisait encore le plus mal. Pas ce qu'ils m'avaient fait à moi, mais ce qu'ils avaient laissé ressentir à mon enfant, ce qu'ils lui avaient appris. Pendant un horrible moment, sur sa place dans cette famille. Ma mère a dit qu'ils avaient confondu mon silence avec un pardon sans fin. Ils avaient traité ma fiabilité comme si elle n'avait aucun sentiment attaché. Ils avaient laissé mon frère transformer ma gentillesse en quelque chose de pratique. Et puis ils ont agi surpris quand j'ai finalement refusé d'être pratique. Je ne me suis pas précipité pour lui pardonner. Je ne lui ai pas dit que tout allait bien maintenant, parce que ce n'était pas le cas. Des excuses comptent, mais elles n'effacent pas le souvenir de votre fille debout dans le noir, regardant un écran de téléphone et demandant pourquoi elle n'a pas été invitée. Alors, j'ai dit la vérité à ma mère. J'ai dit, s'il devait y avoir une quelconque relation à l'avenir, elle serait différente. Lente, honnête, sans faux-semblant, sans minimiser, sans mettre ma fille dans une position où elle devrait deviner si elle avait sa place. S'ils voulaient faire partie de nos vies, ils allaient devoir lui montrer de manière constante qu'elle était aimée sans condition et accueillie sans comparaison. Elle a dit oui avant même que j'aie fini ma phrase. Mon frère m'a envoyé un dernier message après ça. Pas d'excuses, pas d'introspection, juste du blâme. J'espère que tu es heureuse. Tu as détruit cette famille. Je l'ai lu une fois et je l'ai supprimé parce qu'il avait tort. Je n'avais rien détruit. La famille dont il parlait était brisée depuis des années. Elle était construite sur le déni, le favoritisme, la culpabilité et l'argent qui circulaient comme des pansements sur des plaies que personne ne voulait nettoyer. Tout ce que j'ai fait, c'est d'arrêter de payer pour le mensonge. Et une fois que le mensonge a perdu son financement, la vérité est entrée toute seule. C'est la partie que je porte avec moi maintenant. Les liens du sang ne donnent pas aux gens le droit de vous humilier. Famille ne signifie pas que vous devez à quelqu'un un accès illimité à votre paix, votre argent ou au sentiment de valeur de votre enfant.
Aimer les gens ne nécessite pas de les laisser vous utiliser. Et parfois, la chose la plus honnête que vous puissiez faire est de tracer une ligne si claire que tout le monde est enfin forcé de voir ce qui se passait du mauvais côté de celle-ci. Ma fille et moi avons continué à organiser nos propres petites fêtes après ça. Certaines plus grandes, d'autres plus calmes, certaines avec mes parents une fois qu'ils ont prouvé qu'ils pensaient ce qu'ils disaient. Certaines sans eux, mais plus jamais avec les anciennes règles. Plus jamais avec moi ravalant ma douleur juste pour que tout le monde soit à l'aise. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est celle-ci. Au moment où vous cessez de récompenser le manque de respect, les gens appellent ça de la cruauté. Mais parfois, ce n'est pas du tout de la cruauté. Parfois, c'est la première chose saine que vous ayez faite depuis des années. Et si votre enfant vous regarde, c'est peut-être aussi la leçon la plus importante que vous lui enseignerez jamais.